Bienvenue à toutes et à tous au webinaire Les émotions des enfants, comment les aider à les développer à travers l'exemple du programme Feel Good. Du coup, pour rappel, pour ce webinaire, on vous demande de couper le micro et couper la caméra. Les questions, vous pouvez poser vos questions dans le chat et puis on pourra y répondre à la fin. Ça sera plus simple parce qu'on n'a pas la main mise sur le chat le long du webinaire. Du coup, je me présente, Alexia Théodosiou, donc chargée de projet au CRIPS Île-de-France depuis 10 ans et je coordonne le projet Feel Good en milieu scolaire depuis 6 ans. Et je laisse présenter mes collègues qui sont avec moi aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue à ce webinaire. Moi, je suis Maëlle Éloire, je travaille depuis 2 ans au CRIPS et je suis chargée également du projet Feel Good, donc en binôme avec Alexia, et plutôt sur le volet hors scolaire, donc tout ce qui est centre de loisirs, centre social, ITEP, etc. Et je laisse Sabrina se présenter. Bonjour à tous, donc moi c'est Sabrina Racine, je suis donc enseignante en CM2 à l'école Paul Bert à Montigny-Cormeilles et j'ai donc participé au projet Feel Good cette année qui s'est donc achevé la semaine dernière. Voilà. Merci. Alors, le CRIPS Île-de-France, pour ceux et celles qui n'ont pas encore participé à un webinaire, très rapidement, donc on est une association, un organisme associé à la région Île-de-France. Historiquement, on a été créé à la fin des années 80 au moment de l'épidémie du VIH-Sida. Donc notre thématique un peu historique, c'est l'éducation à la sexualité, mais on intervient aussi sur la prévention des consommations de drogue, sur la promotion du bien-être, donc la santé mentale, la lutte contre les discriminations, les écrans, l'hygiène de vie, etc. On intervient en milieu scolaire, donc auprès des lycéens, collégiens, apprentis et auprès des écoliers. Donc ça, c'est pour le programme Feel Good. Et on intervient aussi auprès de professionnels de santé et de l'éducation, notamment parce qu'on est un organisme de formation. On a aussi des publics, on va dire, plus prioritaires, donc les jeunes en insertion, les jeunes en situation de handicap, les jeunes LGBTQIA+, les jeunes migrants et migrantes. Voilà un petit peu pour le CRIPS Île-de-France. Et donc, pour le programme de ce webinaire, donc je vais vous présenter un peu le programme de ce qu'on va faire ce matin. Dans un premier temps, moi, je vais présenter l'état des lieux de la santé mentale des enfants. Avec Alexia, on parlera après des compétences émotionnelles plus en détail. Ensuite, Alexia présentera le programme Feel Good et les outils qu'on utilise. Et Sabrina nous partagera son témoignage, son expérience sur le projet. À la fin, on partagera aussi des ressources et il y aura un temps d'échange et de questions où là, on pourra répondre à toutes les questions que vous avez posées dans le chat. Donc, on commence le webinaire avec la santé mentale des enfants en quelques chiffres. Donc, on a parlé de santé mentale parce que dans la santé mentale, il y a les compétences psychosociales qu'on appellera CPS parce que sinon, ça va faire un peu long pour le webinaire. Donc, les CPS dont on va beaucoup parler puisque ce sont des ressources individuelles pour notre santé mentale. Pour les chiffres, on a pris des chiffres de l'enquête ENABI. Donc, c'est une enquête de 2022 qui recense 2600 enfants scolarisés en France. L'enquête combine le point de vue des parents, des enseignants et des enfants. Donc, elle est assez complète puisqu'elle intègre tout l'environnement de l'enfant. En termes de chiffres, l'étude révèle qu'il y a 8,3% des enfants de 3 à 6 ans qui présentent au moins un type de difficulté probable de santé mentale ayant un retentissement sur leur vie. Ça représente quand même environ un enfant sur 12 qui serait concerné par au moins un chiffre de santé mentale, une difficulté de santé mentale. Ces chiffres confirment qu'il faut, dès la petite enfance, qui est une période critique du développement de l'enfant, renforcer les CPS qui seront des leviers à mobiliser au bénéfice de leur santé mentale. Sur ces 8,3%, il y a 11,3% des garçons qui présentent plus de difficultés probables avec retentissement sur leur vie. Donc 11,3% pour les garçons versus 5,2% pour les filles. Pour l'instant, l'enquête, elle n'est pas terminée. Donc, il n'y a pas encore tous les résultats. Ils n'ont pas encore sorti tous les résultats. Donc, on ne sait pas encore s'il y a un lien de cause à effet. Mais on trouvait que le chiffre était intéressant, comme c'était le double quand même. Donc, on a préféré le mettre. Et enfin, les premiers résultats montrent aussi que 13% des enfants de 6 à 11 ans scolarisés du CP au CM2 présentent au moins un trouble de santé mentale. À savoir que dans ce chiffre, ça regroupe une diversité de troubles potentiels de sévérité plus ou moins grande. Nous, on a choisi de mettre cette tranche d'âge environ 11 ans parce que c'est sur ce chiffre-là qu'on va se focaliser sur le webinaire et notamment sur le projet qu'on va vous présenter par la suite, le projet Feel Good dont Alexia a parlé tout à l'heure, qui se fait auprès des 8-12 ans. Un dernier chiffre, donc toujours selon l'enquête ENABI, on va plus sur les compétences émotionnelles parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. On voit qu'il y a 5,6% des enfants qui présentent au moins un trouble émotionnel probable et ce chiffre, il n'est pas anodin puisque du coup, on comprend que c'est important de travailler sur les compétences émotionnelles des enfants. Et justement, je vais laisser Alexia en parler un peu plus.
Du coup, d'où viennent les compétences émotionnelles? Donc, ça vient des compétences psychosociales dont on va parler un petit peu tout à l'heure. On s'est dit que c'était important de refaire un petit point dessus, même si vous connaissez déjà sûrement. Un petit chiffre pour commencer, plus positif cette fois. C'est un chiffre qui vient de l'enquête Entraîner les compétences émotionnelles à l'école en 2015. Donc, c'est plutôt encourageant parce que, il y a une progression moyenne de 16,5% du développement des compétences émotionnelles chez les enfants ayant suivi un programme d'entraînement. Donc, c'est une étude qui date de 2015, donc il y a 10 ans. On peut se dire qu'aujourd'hui, si on refaisait cette étude, le pourcentage pourrait être plus élevé. Alors, justement, les compétences psychosociales, donc c'est là que viennent les compétences émotionnelles et comme on va parler des émotions, on va les détailler un petit peu après. Ça a été défini pour la première fois par l'OMS en 93. Donc, c'est la capacité d'une personne à faire face aux exigences et aux défis de la vie quotidienne. En gros, c'est des compétences de vie, des compétences qu'on a dans notre petit sac à dos pour nous aider à affronter les défis de la vie quotidienne. Et justement, dans nos défis, sur notre petit chemin, il peut y avoir justement des émotions désagréables. Et le travail sur les émotions, c'est de pouvoir arriver à bien vivre avec. Là, on vous a mis la nouvelle définition de Santé publique France du nouveau référentiel qui a été réalisé en 2021 et qui a été publié en 2022. Donc, les compétences psychosociales, il y en a trois grandes, compétences émotionnelles, cognitives et sociales. Là, l'image, on l'a prise du dossier IREPS Bourgogne-Franche-Comté de l'ARS en 2023. C'est un document qui a été fait pour les étudiants et étudiantes. On trouvait que ce tableau était plutôt beau, mais c'est la nouvelle classification de Santé publique France. Du coup, les compétences émotionnelles, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de capacités psychologiques qui impliquent des processus et états affectifs qui permettent de maintenir un état de bien-être psychique, de favoriser un fonctionnement individuel optimal et de renforcer le pouvoir d'agir, donc l'empowerment. Dans les compétences émotionnelles, on peut retrouver la capacité à comprendre et identifier ses émotions et son stress, la capacité à réguler ses émotions et à gérer son stress. Nous, dans ce webinaire, on va plutôt se focaliser sur comprendre et identifier ses émotions et réguler ses émotions. Alors, justement, qu'est-ce que c'est qu'une émotion? Merci. Du coup, ça, c'est la définition selon Jacques Lecomte. Donc, c'est une réaction de l'organisme face à un événement extérieur. Ça peut être aussi une pensée ou un souvenir et ça comporte des aspects cognitifs, comportementaux et psychologiques. Donc, pourquoi une réaction cognitive? En fait, donc c'est face à un événement, mais on n'a pas tous et toutes la même perception de cet événement. Donc, comme on n'a pas la même perception, on ne va pas avoir les mêmes émotions. Exemple, parler en public, faire un webinaire, ça peut susciter des émotions désagréables comme du stress, de l'anxiété, de l'angoisse. Mais pour d'autres personnes, en fonction de cette perception de parler en public, ça peut susciter plutôt des émotions agréables comme de l'excitation, de la joie ou de l'enthousiasme. C'est une réaction également comportementale. Donc, l'émotion peut nous mettre en action. En gros, les émotions, c'est un petit peu un warning qui nous dit, attention, ton besoin est satisfait ou ton besoin n'est pas satisfait et il faut que tu réagisses. D'ailleurs, dans le mot émotion étymologiquement parlant, ça vient du latin, du mot motio, qui veut dire mouvement. Donc, l'idée, c'est vraiment de se mettre en mouvement, de se mettre en action. Par exemple, si on a peur, la peur, ça nous permet de fuir ou d'éviter un danger. La colère, ça nous permet d'attaquer ou de se défendre. Et pour terminer, c'est une réaction physiologique, donc les émotions se produisent en nous. Le fait d'explorer dans le corps les sensations physiques, ça permet d'exprimer plus rapidement l'émotion. C'est-à-dire, des fois, on a du mal à mettre des mots sur ce qu'on ressent ou on se rend même pas compte qu'on est traversé par une émotion. Et se recentrer sur notre corps, ça permet de dire, ah tiens, ça fait une semaine que j'ai mal au ventre. Peut-être qu'en fait, c'est pas quelque chose que j'ai mangé à la cantine ou quelque chose que j'ai mangé à midi, c'est peut-être le stress. Et là, hop, on peut mettre des mots sur ce qu'on ressent. Pour parler des réactions physiologiques, on vous a mis à côté la cartographie des émotions. Donc, c'est une étude qui a été publiée en 2013 qui a réuni 700 personnes volontaires venant de Suède, Finlande et Taïwan. On leur a montré à tous et toutes des vidéos qui suscitaient à chaque fois une des émotions qu'on voit là. Et ensuite, on leur a demandé de colorier les silhouettes
en fonction de si l'émotion était suractivée par l'émotion, si le corps était suractivé par l'émotion, donc c'est les zones rouges et jaunes, et si le corps était affaibli par l'émotion, c'est plutôt les zones bleues et noires. Donc, si on regarde un petit peu, bah, par exemple, la colère, on voit que tout le haut du corps est suractivé par l'émotion, le cœur qui s'accélère, les joues rouges, les poings serrés, les jambes, on voit que c'est un petit peu rouge au niveau des pieds. Des fois, on peut taper du pied. La peur, bah, c'est le cœur qui s'accélère, la tête, le ventre, une boule au ventre. Et les pieds, alors je ne sais pas si on voit très bien, mais la moitié des pieds, c'est noir, la moitié des pieds, c'est rouge, parce que quand on a peur, bah, justement, soit on est figé par notre émotion, soit on peut fuir. Le dégoût, ça se passe beaucoup au niveau de la gorge, hein. La gorge, le visage, le ventre. La joie, bah, c'est tout le corps qui est suractivé par l'émotion, et notamment le haut du corps. La tristesse, on voit au niveau des yeux, bah, les larmes aux yeux, les pleurs, une boule dans la gorge, le cœur qui se serre. Et on voit que toutes les parties externes du corps, comme les jambes, les bras, sont vraiment affaiblies par l'émotion. Quand on est triste, quand on est déprimé, bah, on n'a pas envie de faire grand-chose. Surprise, on voit que c'est le cœur qui s'accélère. On est figé aussi par la surprise, on voit que les jambes, elles sont bleues et les yeux grands ouverts. Voilà un petit peu pour la cartographie des émotions. Et donc, c'est intéressant aussi parce que quand on travaille les émotions, quand on travaille la régulation des émotions, on va beaucoup travailler aussi sur le corps. Alors, la slide suivante. Euh, Encore un autre psychologue qui a travaillé sur les émotions. Et nous, pour créer le programme Feel Good, on s'est beaucoup appuyé sur l'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman et sur ces différentes étapes pour faire nos séances Feel Good. Du coup, il y a 4 étapes. C'est important de passer à la première pour arriver à la dernière. Donc, percevoir les émotions, c'est identifier les émotions, les expressions des émotions. Donc, ça peut être identifié chez soi, mais aussi chez les autres. Et ça permet de travailler d'ailleurs l'empathie. Pour travailler cette première étape, identifier les émotions, on peut travailler à travers le mime des émotions. Sabrina, elle en parlera tout à l'heure. On peut travailler aussi quand on travaille sur les œuvres d'art. Qu'est-ce que ça me fait comme émotion quand je vois cette œuvre d'art? Qu'est-ce que je retrouve comme émotion dans cette œuvre d'art? Ou on peut travailler aussi à travers les livres jeunesse. Ce personnage-là, quelle émotion il a, qu'est-ce qui se passe dans son corps, etc. Ensuite, on a comprendre les émotions. Donc, il suffit pas de les identifier. Il faut savoir aussi comprendre ce qu'elles nous disent. Le petit warning dont on parlait tout à l'heure. Donc là, comprendre les émotions, c'est pour parler des besoins. J'ai cette émotion parce que ce besoin n'est pas satisfait. Je suis en colère parce que devant moi, il y a une injustice. Le besoin de justice n'est pas satisfait. Ou alors une émotion agréable. Euh, Quand c'est une émotion agréable, c'est un besoin qui est satisfait. Donc ça, c'est très important parce qu'il ne faut pas les mettre de côté, nos émotions. Faut pas les virer. Il faut vraiment arriver à comprendre ce qu'elles nous disent. Ensuite, gérer. Bah, c'est surtout ça. On a géré les émotions. Alors moi, j'aime bien dire bien vivre avec ses émotions plutôt que gérer. L'idée, c'est de les maîtriser et pas de les éliminer. Et donc, on va voir dans le programme Feel Good comment justement les enfants arrivent à bien vivre avec les émotions et les techniques qu'ils vont utiliser. Donc là, c'est vraiment les techniques pour arriver à bien vivre avec. Et la dernière bulle, c'est utiliser les émotions pour faciliter la pensée. Donc, c'est comment on utilise nos émotions pour mieux résoudre des problèmes, mieux raisonner, mieux prendre des décisions, être plus créatif ou plus créative. Voilà, c'est le petit plus de l'intelligence émotionnelle. On continue. Une dernière slide pour parler des émotions agréables. Parce qu'on s'est rendu compte que c'est vrai que quand on travaille les émotions, on travaille beaucoup les émotions désagréables, ce qui est normal parce que c'est là-dessus qu'on a besoin de travailler. Mais en fait, les émotions agréables, c'est très, très important de les susciter, de les booster, parce qu'elles vont avoir un réel impact sur notre ouverture d'esprit. Ça élargit la palette des pensées et des actions. Ça engendre des comportements flexibles, accueillants. On est plus créatif, créative. C'est très important de booster ces émotions agréables et d'ailleurs, ça fait partie des techniques pour bien vivre avec ces émotions désagréables. Les enfants, ils en parlent souvent. Moi, je repense à un souvenir agréable, je repense à mes vacances. Voilà, c'est des techniques
pour justement gérer ses émotions. Et Barbara Fredrickson, c'est une psychologue qui a énormément travaillé sur les émotions agréables. Et elle, son hypothèse qui a été vérifiée, c'est de dire les émotions agréables déconstruisent les émotions désagréables. Voilà pour la partie un petit peu sur les compétences émotionnelles et les émotions. Et puis, je vais laisser Maëlle continuer sur sources et enjeux. Merci beaucoup. Donc effectivement, on va voir plutôt les sources et les enjeux du développement des compétences émotionnelles, pourquoi c'est important de les développer dès le plus jeune âge. On peut se demander du coup réellement pourquoi est-ce que c'est important de reconnaître ses émotions. Alexia, elle en a parlé tout à l'heure justement de l'étude Entraîner les compétences émotionnelles à l'école qui a révélé une progression moyenne de 16,5% des compétences émotionnelles chez les enfants qui ont suivi un programme d'entraînement contre une progression de 0,69 pour les enfants qui n'en ont pas suivi. Cette amélioration, elle est particulièrement notable chez les enfants de 6 ans avec une progression de 18,55%. On remarque donc que plus on travaille les CPS jeunes, plus c'est significatif et c'est pour ça que c'est important de les développer dès le plus jeune âge, même si ça se développe tout au long de la vie. On sait aussi que le cerveau de l'enfant atteint sa maturité vers 20-25 ans. C'est pour ça que les enfants peuvent ressentir des émotions très intenses, avoir des colères très fortes ou des grandes tristesses. Et des études le montrent, plus on travaille tôt les émotions, plus ce sera facile pour les enfants de les réguler autant dans l'enfance que dans l'adolescence qu'à l'âge adulte. Là, on comprend déjà un peu mieux pourquoi c'est important d'apprendre à reconnaître ses émotions. Et on va voir maintenant quels sont les avantages à développer l'intelligence émotionnelle des enfants. Donc, apprendre à l'enfant à reconnaître ses émotions, c'est lui permettre de surmonter son stress, de gérer son agressivité. Donc là, on peut penser à la gestion de la colère, d'exprimer ses émotions, comme l'a dit Alexia, les reconnaître, les nommer, les verbaliser, apprendre à bien vivre avec ou exprimer ses affects. Et donc, ainsi, avoir un impact sur son comportement social, dans sa famille ou au niveau du bien-être à l'école. Les enfants qui ont bénéficié d'un entraînement émotionnel sont plus aptes aussi à retrouver leur calme rapidement, à apprendre plus efficacement, se sentent mieux et sont plus optimistes. On va voir ce que ça donne plutôt au niveau des âges. Donc, les compétences émotionnelles des enfants de 6 à 11 ans se développent progressivement et donc c'est ce qui va favoriser leur bien-être et leur réussite à l'école. On parlera après des compétences à l'école. Pour appuyer les propos, on vous a mis quelques points positifs basés sur des recherches récentes. À partir de 2 ans, les enfants commencent à catégoriser les émotions en termes de valence. Est-ce qu'elles sont plutôt agréables ou désagréables? Ça peut se traduire par exemple par la reconnaissance du sourire. Vers 3 ans, ils maîtrisent généralement la reconnaissance verbale de la joie. L'identification des émotions de tristesse, colère et peur se développe plutôt entre 5 et 6 ans et la reconnaissance du dégoût et de la surprise entre 6 et 10 ans. C'est ce qui explique qu'il y a des chercheurs et chercheuses qui sont pas forcément d'accord sur ces nombres d'émotions primaires. Parfois, on entend 4 émotions primaires, joie, tristesse, peur, et parfois plutôt 6, joie, tristesse, peur, plus surprise et dégoût. Et le nouveau référentiel de Santé publique France a ajouté amour pour qu'il y ait au moins plusieurs émotions agréables avec la joie. Mais bon, c'est une émotion qui est assez compliquée à reconnaître. Donc, il y en a qui vont quand même catégoriser l'amour comme étant un sentiment. Je trouve important de le dire. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que effectivement, on a parlé des émotions de base de Paul Ekman, que c'est vraiment le chercheur qui fait un peu consensus, le psychologue qui fait consensus sur les émotions, mais qu'effectivement, aujourd'hui, il y en a qui vont mettre 4, 6, et puis il y en a qui parlent plus d'émotions de base et d'émotions universelles. Merci. Du coup, on change de partie. Et on va voir pourquoi est-ce que c'est important de mettre en place des ateliers pour développer des compétences émotionnelles à l'école et ce qu'il en est au niveau de l'éducation nationale. Donc, je ne sais pas s'il y a des personnes qui travaillent dans l'éducation nationale, mais ça pourra vous intéresser aussi. Et donc, pour débuter cette partie, un chiffre assez positif. Il y a 30% des enseignants et enseignantes en 2024 qui auraient mis en place une intervention efficace en faveur des CPS, ce qui est 3 fois plus qu'il y a 2 ans. Donc, c'est un chiffre assez encourageant. Et donc, des programmes comme le programme Feel Good qu'on va vous présenter tout à l'heure. Ces 30%-là, c'est un chiffre de l'Observatoire École Humain qui a fait un état des lieux des CPS à l'école sorti en 2024. L'objectif, c'était de mesurer les perceptions des enseignants et enseignantes sur le développement des CPS à l'école en les comparant avec l'état des lieux précédent réalisé 2 ans auparavant en 2022. Donc, dans les CPS, il y avait aussi les compétences émotionnelles, donc ce qu'a expliqué Alexia tout à l'heure. Et en conclusion de cette étude, les besoins persistent et les pratiques pédagogiques progressent. Donc, c'est assez positif. L'étude, elle montre aussi que 2 enseignants sur 3 déclarent avoir recours quotidiennement à des pratiques pédagogiques. Ça fait plus de 15% par rapport à 2022.
à des pratiques professionnelles plus informelles à plus de 5%. Et que ce soit en 2022 ou en 2024, il y a 90% des enseignants qui sont convaincus des bénéfices chez tous leurs élèves à développer les CPS. Donc, c'est pas encore du 100%, mais on peut imaginer que bah, si ils refont une étude dans 2 ans, on sera peut-être à du 100%. Maintenant, on va voir plutôt le développement des compétences émotionnelles en milieu scolaire. Donc, pas mal de choses dans cette slide. D'abord, on va voir la place des compétences psychosociales dans l'éducation nationale et après, l'impact du développement des compétences émotionnelles dans l'école, dans les classes. Donc, les CPS datent de 1986 avec la Charte d'Ottawa, mais sont arrivées à l'éducation nationale qu'en 2011. Elles se sont intégrées petit à petit. On ne va pas refaire tout l'historique, mais on peut prendre par exemple l'exemple de 2020, au moment où justement on a eu la crise du Covid et où on voit que la santé mentale des enfants a pris un coup et que c'était d'autant plus important de travailler, d'intégrer les CPS, notamment les compétences émotionnelles, à l'école. On peut aussi parler de 2023 avec la sortie de 2 gros programmes et kits dans l'éducation nationale. Le programme phare, que vous connaissez déjà sûrement pour travailler tout ce qui est autour du harcèlement scolaire, et le kit empathie, qui n'est pas que pour l'empathie, donc qui porte pas trop bien son nom, mais qui est super et qui travaille toutes les CPS. En 2024, en lien avec la réussite scolaire, il y a aussi une mobilisation de l'éducation nationale qui s'appelle le choc des savoirs pour élever le niveau des écoles. Il y a un axe pour la rentrée 2025 dedans qui vise à développer un socle commun réorganisé autour de plusieurs compétences, notamment des compétences psychosociales. Donc ça appuie encore plus les CPS dans le milieu scolaire et même dans le milieu institutionnel. Il y a aussi l'instruction interministérielle qui a un gros objectif, que d'ici 2037, tous les enfants soient la première génération d'enfants à vivre dans un environnement continu de développement des CPS. Donc c'est assez ambitieux, mais on espère que ça pourra se faire comme ça. Et donc avec tout ça, on voit que les CPS font de plus en plus partie du quotidien de l'éducation nationale et qu'on en entend davantage parler, et ça on le voit aussi sur le terrain. On va voir maintenant plus précisément quel est l'impact du développement des compétences émotionnelles dans le milieu scolaire, parce qu'en effet, travailler sur ces compétences-là, ça va jouer sur plusieurs choses dans les classes. Par exemple, la gestion des émotions, comme vu précédemment, c'est une compétence qui a un impact direct sur le bien-être, sur la réussite scolaire et sur les relations sociales. En apprenant à réguler leurs émotions, les enfants deviennent plus aptes à interagir de manière positive avec leurs pairs, à résoudre des conflits de manière constructive et à développer de l'empathie. Donc tout ça sont des CPS et donc toutes ces compétences sont assez utiles dans le milieu scolaire. Ça va les aider à créer des relations sociales solides et à mieux s'intégrer dans les groupes. Donc il y a un impact immédiat aussi sur le climat de classe, donc sur le bien-être individuel des enfants et sur le climat collectif. Comme expliqué, ce développement a un impact positif sur les résultats scolaires. Travailler sur les émotions des élèves va leur permettre d'améliorer leur confiance envers l'école et envers le travail scolaire. On va parler d'auto-évaluation, de prise de distance, de persévérance, mais aussi de développer des sociabilités scolaires. Et là, on pense plutôt au travail collectif ou encore au sentiment d'appartenance. On peut avoir l'impression que travailler toutes ces compétences émotionnelles par des petits jeux, des programmes, c'est du temps et du travail en plus, mais au fond, on voit que bah, ça fait qu'améliorer le sentiment des élèves par rapport à l'école. C'est que du positif parce qu'on l'a vu tout à l'heure, que bah, plus de 90% des enseignants et enseignantes étaient convaincus du bénéfice de développer ces compétences-là chez leurs élèves. En conclusion de cette longue slide théorique, les compétences émotionnelles, elles ont un impact important sur les capacités d'apprentissage, sur la mémorisation et sur les comportements des élèves parce qu'ils sont largement dépendants des émotions qu'ils et elles ressentent et des besoins derrière qui sont satisfaits ou non satisfaits. Et on va vous faire une pause attentionnelle justement, et je laisse Alexia la présenter. Merci Maëlle. Petite pause avant de passer à la présentation du programme Feel Good. On s'est dit que c'était important de prendre vraiment du temps sur vraiment l'expérience de Sabrina, son retour sur le projet et de terminer du coup cette partie théorique par une pause attentionnelle. Et ça nous permet également de vous présenter l'association Scolavi, qui est une super association qui travaille sur les compétences psychosociales et qui propose plein d'outils que vous pouvez mettre en place dans vos classes. Donc là, c'est la version élémentaire, mais vous avez aussi la version maternelle et vous pouvez aussi créer votre propre roue de la pause attentionnelle. Ça, c'est un des outils qu'on peut retrouver sur leur site, mais vous en avez plein d'autres pour travailler les différentes compétences psychosociales. Du coup, ce qu'on peut faire en vidéo, on imagine qu'on tourne notre petite roue et qu'on pourrait tomber sur se ressourcer dans un endroit imaginaire.
C'est du coup un outil pour remobiliser son attention et se recentrer sur soi. Je vous propose de fermer les yeux. De toute façon, on est en visio, personne ne vous voit. Donc, vous pouvez fermer les yeux et vous concentrer et imaginer que vous êtes dans votre endroit imaginaire. Alors, ça peut être un endroit inventé. Euh, Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Ou alors, ça peut être un endroit que vous connaissez, un endroit qui vous fait du bien, où vous vous sentez bien, vous vous sentez rassuré, vous vous sentez serein, sereine, au calme. Et puis, on peut aussi imaginer utiliser tous nos sens. Donc, l'odorat, est-ce que vous sentez quelque chose de bon ou pas? On peut utiliser l'ouïe, est-ce qu'il y a des bruits? Est-ce que c'est fort? Est-ce que c'est doux? Le toucher, est-ce que vous sentez des choses sur votre corps? Et je vous laisse continuer à essayer de ressentir ces émotions agréables, cet endroit imaginaire qui vous fait du bien. Merci d'avoir joué le jeu. Euh, je peux vous lire ce qu'il y a écrit d'autre sur les roues. Il y a lire un poème, colorier un mandala, inventer un rébus, choisir un objet et le dessiner. Voilà, ça permet vraiment de se remobiliser à la suite de cette petite pause. Et des fois, on le sent dans la classe, les enfants en ont besoin. Ça peut être aussi, je me lève, je fais 3 fois le tour de ma chaise, ou alors je m'étire et hop, on reprend le cours. Et c'est aussi très bien pour les adultes, parce qu'il n'y a pas que les enfants qui ont une concentration, c'est normal, hein. Tout le monde a un niveau de concentration et du coup, c'est important de faire des petites pauses pour se recentrer par la suite. Et justement, vous voyez peut-être en haut à droite, il y a écrit version élémentaire. Donc sur Scolavi, il y a plusieurs versions différentes. Mm. Donc ça peut être intéressant d'aller regarder ça. Alors, du coup, le programme Feel Good, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un programme de développement des compétences psychosociales. Les objectifs de ce programme, c'est d'améliorer le bien-être des enfants, améliorer le climat scolaire, donc le climat de la classe, en développant les compétences psychosociales de ces enfants. Et c'est des enfants qui sont scolarisés en CM1 et CM2. Parfois, on a des doubles niveaux, mais il y a toujours un CM1 ou CM2 dans le double niveau. Quelques chiffres avant de vous présenter plus en détail le programme Feel Good. Donc, il a été créé en 2019 et depuis 2019, on est intervenu dans 5 départements, donc le 75, le 77, le 93, le 95 et le 78. On est intervenu auprès de 535 élèves qui étaient dans 215 classes et on a pu former, parce que dans le programme Feel Good, il y a 2 jours de formation, 362 professionnels. On a pu aussi sensibiliser 2000 parents à peu près tout au long des années. C'est un projet qui est financé par l'Agence régionale de santé. On a aussi eu quelques cités éducatives qui ont financé le projet, ce qui nous a permis d'intervenir hors scolaire, comme l'a présenté Maëlle au tout début de ce webinaire, et puis de pouvoir faire un peu plus de classes et plus de départements. Alors, qu'est-ce que c'est que le programme Feel Good en détail? On verra ça. Non, le programme Feel Good, pardon, j'ai vu le chat. C'est en Île-de-France pour l'instant. Mais l'idée, on vous en parlera après, il y a une énorme recherche qui est en cours avec l'INSERM. Et l'idée, c'est d'en faire un programme probant qu'on puisse peut-être un jour mettre en place hors Île-de-France. Du coup, en détail, on commence le projet par 2 jours de formation. On invite toute l'équipe éducative à participer à la formation, même si après, c'est que dans les classes de CM1, CM2. C'est vrai que c'est important que ça soit un projet d'école, que d'autres professionnels, d'autres enseignants, enseignantes puissent participer à la formation, parce que la théorie, ça reste la même. C'est après les outils qui sont plus destinés à des enfants de CM1, CM2, mais ils sont tout à fait adaptables. Donc 2 jours de formation, 6 heures et 6 heures, pour après, ensuite, pouvoir mettre en place 10 séances en classe sur les compétences psychosociales. Ces 10 séances, elles sont co-animées entre le professeur qui a été formé et un animateur et une animatrice du CRIPS. Comme on sait que les projets qui marchent, c'est les projets qui sensibilisent tout l'environnement de l'enfant, on propose également 3 ateliers auprès des parents. Donc, les parents, en fait, viennent avec leurs enfants après l'école et on propose un temps vraiment privilégié par enfant où on refait les jeux qu'on a fait dans les séances, on les refait avec les parents.
Sabrina nous en parlera en détail après. C'est un projet évalué. Oui, j'ai oublié. C'est moi. C'est un projet qui est évalué tout au long de l'année. Donc, on fait passer un projet avant la première séance, une évaluation avant. Donc, c'est une évaluation sur les CPS, la santé mentale, la santé physique et le bien-être à l'école. Et on fait passer exactement ce même questionnaire après, ce qui nous permet de voir avant, après les différences. Et on fait passer un petit questionnaire également après chaque atelier pour voir si les enfants, ben, ils ont apprécié l'atelier, s'ils se sentent mieux et surtout comment ils se sentent par rapport à leurs camarades. Est-ce qu'ils se sentent proches ou pas du tout proches? Et ça nous permet de voir petit à petit, après l'atelier de comment se sentent les enfants. Euh, L'évaluation aussi depuis un an se passe avec l'INSERM. Donc, on organise une recherche-action de 3 ans. Donc là, on vient de finir la première année avec l'INSERM qui va évaluer le projet. L'idée, c'est de pouvoir créer une évaluation CPS qui puisse être réutilisée par des personnes qui mettent en place des projets CPS et de faire un feel good, un projet probant. Voilà, donc là, on a fini la première année, c'était Des des entretiens. entretiens, merci, des entretiens qualitatifs. Et l'année prochaine, on va plutôt faire des focus group et les chercheurs et chercheuses seront dans les classes et dans les écoles pour faire l'évaluation. Moi, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Parfait. Parfait, parfait. Du coup, on va passer au temps de témoignages, retour d'expérience. Et donc, on va justement voir les 3 séances Feel Good sur les compétences émotionnelles. Donc, Sabrina, la parole est à toi. Est-ce que tu peux nous dire comment se sont passées tes séances Feel Good? Est-ce que tu peux aussi nous détailler les 3 séances sur les émotions principalement? Et par exemple, bah, commencer par la séance 4. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé dans ta classe? D'accord. Bonjour à tous, on va dire. Alors, il faut savoir que toute séance, donc les 10 séances, commencent par on va dire une préséance avec l'applaudimètre. Mm. C'est un moment tant attendu par les élèves, puisque en fait, au tableau, on écrit les chiffres de 1 à 5. Et cette activité permet aux enfants, au début de séance, de voir un petit peu comment ils se sentent. Donc, au début, c'était l'intervenante avec qui nous sommes en binôme, en co-intervention, qui menait la séance. Et puis, au fur et à mesure des séances, cette activité-là était menée par 2 élèves. Donc, ils sont censés passer la règle ou tout autre objet sur chacun des nombres et les enfants applaudissent au fur et à mesure de comment ils se sentent. Donc, 1 étant le plus mal et 5 étant le mieux. Et après, de demander aux enfants euh, quels sont ceux qui ont applaudi à 1 ou à 2, quels sont ceux qui ont applaudi à 4 et à 5, et d'expliquer un peu pourquoi. Et surtout, juste après, en fait, de leur demander, voilà, pour que tu te sentes mieux, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? Et du coup, ensemble, les élèves essayent de répondre à un besoin et justement pour que l'enfant se sente mieux. Alors, des fois, ça fonctionne, des fois moins bien. Et puis des fois, le besoin est satisfait en fin de séance. Voilà. Donc, tout dépend effectivement de la nature en fait de la personne, de comment elle se sent ou pas. Donc ça, c'est toute séance commence par cette activité-là, l'applaudimètre. Ouais, c'est un Ensuite, petit on va rituel de début de séance. c'est ça, qui est tant attendu par les élèves, hein, parce que je précise, ils l'attendent tous et ils veulent tous l'animer. Donc, du coup, c'est vrai que c'est intéressant. Et c'est une activité qu'on peut aussi réutiliser, réinvestir en dehors du projet Feel Good. Nous, sur nos temps de classe, lorsqu'on sent qu'effectivement les enfants ne sont pas trop bien, ou à l'inverse, on peut effectivement réinvestir ce temps d'activité-là pour essayer de comprendre et de faire au mieux. Voilà. Pour la séance numéro 4, donc sur les émotions, on avait du coup commencé par un petit jeu avec les cartes des émotions. Donc, les Donc, cartes que vous il voyez semblait effectivement. l'émotion principale. Mm. Voilà. Et du coup, les enfants, donc, on les avait mis par équipe. Alors, au début, c'était par binôme, puis après par équipe. Ils devaient donc mimer l'émotion qui était donc sur la carte et donc le- l'élève, le camarade adverse devait donc deviner en fait l'émotion qui était mimée par son camarade. Donc au début, il avait le droit d'utiliser tout son corps, le visage plus les gestes.
et de mimer. Puis après, c'était qu'un seul mot. Voilà, manche prochaine, c'était qu'un seul mot. Donc, à l'issue de cette activité-là, on leur a demandé, d'après vous, sur quoi nous allons donc travailler aujourd'hui. Donc, effectivement, c'est donc sur les émotions. On a sur le tableau relaté les émotions principales qu'ils ont donc devinées. Et on a demandé pour eux, d'après eux, ce qu'ils pensaient ce qu'était une émotion, de définir ce qu'était une émotion. On a vu ensemble qu'une émotion, c'était quelque chose qu'on le ressent physiquement et mentalement par rapport à une situation que l'on vit. Et donc ensuite, après ce petit jeu-là, on leur a fait écrire sur un post-it à chacun d'entre eux une émotion, agréable ou non, qui leur passait par la tête. Et ils devaient ensuite venir le placer sur un grand thermomètre, un affichage du coup donné par le projet Feel Good. Et les enfants devaient placer leur post-it sur ce thermomètre-là. Et donc, on a essayé de revoir après en groupe classe, de relire ces post-it et de comprendre pour combler en fait le besoin qu'il y avait avec. Euh, donc C'est voilà, pour on a vu. travailler. Ouais, vas-y, vas-y. Non, non, je voulais juste préciser, je sais plus si tu l'as précisé, Sabrina, que justement là, les photos qu'on vous a mises, c'est des photos de cahier, donc c'est individuel pour chaque élève, mais la fiche dont Sabrina parle, c'est la fiche de classe. Donc c'était intéressant de pouvoir, j'imagine, faire la fiche dans la classe, puis après que chaque élève puisse refaire son thermomètre aussi propre. Tout à fait. Alors, le thermomètre propre pour chaque élève, on ne l'avait pas fait tout de suite. On Mhm. l'avait fait en Mhm. interséance avant Trop la bien. prochaine séance Feel Good. On l'a repris et justement, ça nous a permis de réinvestir ce qu'on a pu voir lors de l'activité et de le faire. Alors, je précise qu'il est important et je pense qu'il est indispensable dans ce projet-là, lorsqu'on s'engage dans ce projet-là, de réinvestir tout ce qu'on peut faire dans ce projet pour nos pratiques de classe. Donc, ça suppose effectivement de repenser aussi à nous nos pratiques et d'essayer de les réinvestir et du coup pour aussi restimuler aussi chaque enfant et pour permettre aussi la compréhension et que ce soit pas juste des séances comme ça totalement détachées, mais qu'il y a un lien aussi, un fil conducteur tout au long du projet et même j'ai envie de dire tout au long de l'année. Mhm. Tout à fait. Merci. Du coup, donc là, c'était plutôt une séance sur effectivement découvrir les émotions et travailler le vocabulaire des émotions parce que on le voit, même nous en tant qu'adultes, on a un pauvre vocabulaire des émotions. Donc c'est important de pouvoir les travailler avec les enfants parce que bah, si on n'a pas de vocabulaire, on ne peut pas mettre de mots sur ce qu'on ressent. Donc c'est vraiment une base indispensable quand on travaille les émotions, de travailler le vocabulaire. Et grâce à cette affiche, on peut le travailler tout au long de l'année. Et comme tu le dis, Sabrina, par exemple, si tu travailles le français et qu'il y a un nouveau vocabulaire, hop, on peut le rajouter sur notre affiche. Et juste, parce que je crois qu'il y a une question par rapport au fait, enfin, on voit pas très bien t'as pu zoomer ou pas? Sinon, je vais moi expliquer ce qu'on voit dans le cahier très rapidement. Avec les corps, c'est comme la cartographie qu'Alexia a présentée tout à l'heure. Donc, on a demandé aux enfants de faire ça. Et après, ce sont des émotions sur les petites gommettes, en précision. Du coup, bah, la séance 5, donc c'est la deuxième séance sur les émotions. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, la séance 5 c'était sur la roue des émotions, si je me trompe pas. Ouais. C'est sur la Euh, émotion. voilà, donc c'est celle-ci plus précisément. Elle est vierge. Voilà. Bon. Donc, les enfants ont toute cette roue-là qui est donc vierge que nous allons donc construire en fait ensemble. Donc, donc cette roue-là, il y a trois petites roues, trois cercles, hein, si vous voyez. Donc sur la première, donc celle-ci, les enfants devaient essayer de trouver 5 émotions désagréables et 3 émotions agréables qu'ils devaient donc placer sur cette première roue. Donc, dans chacune des cases, il y avait donc 8 cases et ils devaient donc placer ces émotions-là, désagréables et agréables. Et ensuite, à la suite de ce qu'ils ont placé, donc bien évidemment, ils n'ont pas forcément tous les mêmes.
les enfants devaient essayer de faire émerger les sensations physiques que nous pouvons ressentir lorsque nous ressentons des émotions. Donc, par exemple, telle émotion, eh bien, ça va susciter telle sensation. Donc, on a essayé ensuite de remplir sur la le petit cercle, deuxième roue, pour chaque émotion ressentie, quelle sensation physique on pouvait mettre. Alors, ça pouvait être le cœur qui bat, moi, j'ai une boule dans la gorge, j'ai les yeux qui pétillent, vous voyez, des petites choses comme ça. Donc, à chaque fois, les enfants devaient euh, mettre les sensations qu'ils ressentaient. Euh, et ensuite, à l'issue de ça, on avait fait un petit jeu où il devait tourner donc la petite roue, la petite aiguille là, qui est là, sur quelle sensation il tombait, sur quelle émotion pardon il tombait et quelle sensation ça pouvait dégager. Voilà. Donc ça peut être une roue évolutive, c'est-à-dire qui n'est pas forcément figée et qui est propre à chaque enfant. Ouais, tout à fait. Euh, donc c'était une activité qui a permis aussi de mieux gérer son stress, puisque c'est aussi un outil qui peut resservir aussi pour les enfants. Quand ils sont pas bien, ils ressortent leur petite roue et ils peuvent effectivement tourner la petite roue et s'en servir au quotidien. Donc ça peut être un outil effectivement pour gérer une situation de stress quand ils sont pas forcément bien. Donc ils peuvent s'en servir pour effectivement s'apaiser, se recentrer. Et puis ça peut servir aussi, dans le projet Feel Good, il y a une séance sur les micro-conflits avec le message clair. Donc comment faire un message clair qui vient de la CNV. Et la roue, elle peut servir à ce moment-là parce que dans le message clair, on doit dire justement ce qu'on ressent et de quoi on aurait besoin. Donc c'est une roue qui peut aussi servir quand on n'arrive pas forcément à exprimer ce qu'on ressent et de quoi on a besoin quand on est face à une difficulté dans le conflit. Ouais. Merci. Merci. Et peut-être pour la séance 6 du coup, avec les techniques CAP, si tu veux en Alors, parler. du coup, Ainsi, c'était la séance spécifique sur les émotions agréables. ouais, on avait commencé, il me semble bien, par un petit jeu qui s'appelait le 1, 2, 3 loups, Ouais, qui ouais, tout était à très fait. apprécié par les enfants aussi. Donc, au début, ça a commencé, donc ils sont, je crois, 4 ou 5 de mémoire. Et chaque enfant devait dire 1, 2, 3 et ça recommençait en fait, ça retournait. Et après, au fur et à mesure de l'activité, on enlevait le 1 et on mettait un geste. Ça continuait, le geste 2, 3, le geste 2, 3. Et puis après, on enlevait le 2. Donc ça faisait geste, geste 3, geste 3, etc. Donc forcément, ça ne compte pas sur les mêmes enfants. Ça implique la concentration, ça impliquait beaucoup de choses. Donc c'était assez marrant. Ouais, ça Les les enfants fait ont beaucoup beaucoup rire, apprécié. c'est vraiment pour Voilà. booster tes émotions agréables. Et ce jeu-là dont Sabrina parle, ça peut être un peu compliqué comme ça quand on ne le voit pas, mais vous pouvez le retrouver dans le livre qu'on va vous montrer à la fin de Laure Reynaud, qui est la cofondatrice de Scolavi, développer les compétences psychosociales à l'école. Et il est proposé dans son livre, le jeu. Donc, vous pourrez, si vous avez le livre ou si vous voulez le prendre, le jeu est décrit à l'intérieur. Et ensuite, on avait fait une petite activité oui, de mise en situation avec le corps et les émotions, où les enfants devaient se déplacer dans la classe et imaginer qu'ils étaient tristes. Donc forcément, en imaginant qu'ils étaient tristes, il y avait les épaules qui redescendaient, le visage qui était autre, l'expression aussi qui était différente, mais ils ne devaient pas parler. Et donc après, à l'issue de cette activité, les enfants devaient imaginer en fait ce qui se passait comme quelle était l'émotion qui était ressentie et on a fait ça un peu pour plusieurs émotions. Et ensuite, il me semble que c'était du coup c'est à l'issue de justement de ces petites scénettes là qu'on a rempli le cap. Donc c'était pour captivant, A apaisant et
physique, si je me trompe Oui, pas. ouais, c'est ça. Voilà. Donc, les enfants devaient écrire dans chacune des colonnes quelles sont les activités qui les captivaient, quelles sont les activités qui les apaisaient et quelles sont les activités qui, au contraire, étaient plus physiques. Et en fait, c'était lorsqu'ils étaient dans une émotion désagréable, pour passer à une émotion agréable, qu'est-ce qu'ils faisaient comme activité pour pouvoir se sentir mieux. Voilà, donc chaque enfant, là encore, c'est un travail qui est propre à chaque enfant en fonction de la situation qu'il peut vivre. Forcément, les activités n'étaient pas forcément les mêmes. Voilà. C'est ça, et justement, pour compléter ce que tu as apporté sur la séance 6 que les enfants aient mimé la tristesse, etc., vous leur avez mis normalement une musique entraînante, une musique qui Oui, bouge, tout une à musique fait. Alors, joyeuse. vous avez mis Feel Good. Trop bien. Et du coup, les enfants changent tout de suite d'émotion, commencent à danser, commencent à bouger et sont un peu surpris et surprises de ce changement. Et c'est là après qu'on peut discuter des techniques parce que la musique fait partie des techniques du coup qui sont soit captivantes, soit apaisantes, soit physiques d'ailleurs avec la danse Tout pour à fait. compléter un peu ce que tu as dit. Merci beaucoup Sabrina. Est-ce que tu veux nous apporter aussi peut-être ton expérience sur l'exercice qu'on appelle la douche chaude? On a mis une photo à droite justement. Bon, elle arrive à la séance 3 et après elle nous suit tout le long du projet. On Et pensait même que c'était après. important de présenter. Alors, c'est aussi une activité très appréciée des enfants. Donc, en fait, il y a un enfant qui s'assoit sur une chaise et il a les yeux fermés et chaque enfant doit passer à côté de son oreille et lui dire des petites choses gentilles. Donc, bien évidemment, c'est que du positif. Ils n'ont pas le droit de dire autre chose, donc c'est que des choses agréables qui peuvent être murmurées au sein de l'oreille de son camarade. Ça peut être nous aussi, hein, on peut passer aussi à la douche chaude euh, et on peut aussi dire des choses agréables à nos élèves. Donc c'est un moment qui est très apprécié. Si l'enfant sent que c'est déjà arrivé, que c'est trop pour lui émotionnellement, il peut stopper l'activité en disant c'est bon, j'ai suffisamment reçu. Et voilà, et après on lui demande effectivement comment il se sent après ce temps-là. Donc c'est un moment qui est très apprécié puisque bah, forcément les enfants des fois disent des choses qu'ils ne pourraient pas dire en temps normal parce que ben ils n'osent pas. Voilà, il y en a d'autres qui dévoilent pas forcément leurs sentiments. Donc du coup c'est une activité effectivement qui permet euh, voilà de terminer on va dire positivement et agréablement. Et ça peut être aussi réinvesti à tout moment de l'année. Voilà, pour détendre une activité ou pour terminer une activité. Voilà, ça peut être. Voilà. Donc, c'est un moment qui est très apprécié aussi par les enfants. Et la peur que certains profs peuvent avoir, c'est qu'il y ait comme c'est anonyme, puisque l'enfant ferme les yeux, c'est qu'il y ait des choses négatives. Est-ce que ça t'est arrivé dans ta classe ou pas du tout? Alors, ça m'est pas du tout arrivé. Ils sont plutôt bienveillants entre eux, mais c'est vrai que je leur avais dit si jamais ça devait arriver, l'enfant qui recevait quelque chose de désagréable devait faire un signe. Et à ce Hmm. moment-là, on stoppait et on reprenait. Voilà. Après, voilà, ça a été très bien expliqué avant de commencer l'activité. Et généralement, en tout cas, toutes les fois où on l'a fait, et même en dehors des Hmm. séances feel good, ça s'est plutôt bien passé. Hmm. Oui, il y a un cadre qui est mis pour structurer quand même cette activité-là. Hmm. Merci beaucoup. Et est-ce que maintenant tu peux nous partager ce que toi tu as mis en place dans ta classe pour travailler les émotions avec tes élèves en dehors des séances Feel Good? Et est-ce que tu as Euh, remarqué aussi des changements Plutôt celle-là. Ouais, ce que tu veux, du coup, d'abord peut-être commencer par les changements dans ta classe et après si tu peux nous partager aussi les exercices que toi tu as mis en place. alors, je vais plutôt faire l'inverse, ça me dérange Ok. pas. Alors, du coup, par rapport à ce que j'ai pu mettre en place, euh, on voit que chaque mot est important. Donc, du coup, j'ai vraiment réinvesti au niveau du vocabulaire. On a beaucoup travaillé, alors que ce soit sur les forces ou sur les émotions. On a réinvesti donc chaque mot, vraiment ce que ça signifiait, quel synonyme on pouvait y donner. Donc on avait vraiment fait un travail en termes de lexique euh, sur les émotions, quels les besoins qui pouvaient être ressentis derrière. Et ensuite, une fois que les mots étaient bien compris,
J'ai fait une petite activité de production d'écrit avec eux, on- aussi de manière ludique, hein, qui s'appelle le restaurant des émotions. Donc, chaque enfant devait commander au restaurant euh, un plat d'émotions, c'est-à-dire une entrée, je sais pas, par exemple de la peur, un plat de la joie, un dessert de la surprise et par exemple une boisson de la tristesse. Et donc chacun devait, une fois qu'il mettait cette émotion-là en avant, expliquer ce qu'il y avait du coup dans cette émotion-là à travers des aliments qu'on pouvait y mettre. Donc c'était assez ludique, marrant aussi, puisque du coup forcément ça fait appel aussi à la créativité. Donc les enfants se sont bien pris au jeu dans cette activité. Et du coup, voilà, c'était très apprécié. Donc, chaque enfant l'a fait. Même les enfants en difficulté, hein, je précise parce que j'en ai quand même, où la production d'écrit, c'est assez compliqué. Le fait d'avoir justement fait cette activité de manière ludique, même les enfants en difficulté ont réussi à produire quelque chose, même si c'était plus court. Néanmoins, ils ont quand même réussi à le faire. Trop bien. Et du coup, est-ce que tu as vu des changements, soit individuels ou collectifs, dans ta classe au niveau du climat de la classe, à la suite ou pendant le projet Feel Good? Alors oui, j'ai remarqué effectivement beaucoup de changements positifs dans leur comportement. Ils réinvestissent naturellement, parfois même de manière inattendue, les différentes forces ou émotions. Souvent dans telle activité, ils disent, ah bah tiens, tu as suscité telle émotion ou tu as ressorti telle force. Voilà, dans toutes les disciplines, hein. Même en histoire, quand on a travaillé en histoire, ils ont ressorti, notamment lors de la Première Guerre mondiale, de manière formelle ou informelle, hein, que ce soit au cours de récréation, dans les interactions aussi entre eux. Et ils intègrent énormément, du coup, les notions aussi d'empathie. Voilà, puisque du coup, forcément, on travaille avec eux sur ça. La gestion des émotions aussi. Ils se sont vraiment appropriés toutes ces compétences émotionnelles. Alors, faut savoir que en lien de ce projet, je travaille aussi sur du coup le NAH, donc le projet phare dont Alessia vous parlait tout à l'heure. Donc, effectivement, ça vient vraiment compléter ce projet-là. Et du coup, les enfants, entre eux, font beaucoup preuve d'empathie, de bienveillance entre eux. Et l'ambiance est beaucoup plus sereine, effectivement, en classe. Donc, j'ai eu pas vraiment beaucoup de conflits. Alors, ça va, j'ai un bon groupe classe cette année. Mais c'est vrai que les quelques conflits qu'on a pu avoir se sont vite résolus entre eux. J'ai pas eu forcément besoin d'intervenir puisque soit ils font référence au message clair, du coup avant que cela prenne des proportions, soit en faisant appel justement à leurs émotions, en disant voilà ce que moi je ressens, voilà ce qui s'est passé, moi ce que j'ai ressenti face à cette situation, et du coup ce qui fait appel du coup au message clair, et les enfants du coup entre eux arrive du coup à résoudre cette situation de conflit. Voilà. Après, sur le plan personnel, j'ai beaucoup aussi appris. C'était une belle aventure pour moi, puisque ça fait quand même écho à une introspection de ma personne. Il a fallu aussi, ça amène aussi à changer ses pratiques. Voilà, c'est un projet aussi qui amène à faire réfléchir, euh, à voir comment on pense les choses, comment on pense nos activités. Et même dans la manière de dire les choses, même entre adultes, effectivement, on se rend compte que effectivement ce projet-là apporte personnellement et aussi sur le plan professionnel. Voilà. Ça Et fait même le dans lien la avec manière de nous la de formation. valoriser nos élèves aussi, euh, dans ce qu'on peut leur dire, comment une chose désagréable peut être dite, mais de manière agréable et tout aussi de manière bienveillante. Trop bien. Bah, effectivement, ça fait le lien. Merci beaucoup avec la formation que tu as faite, les 2 journées de formation réalisées au tout début du projet. Est-ce que tu peux nous dire, toi, comment tu as vécu cette formation pour pouvoir animer après ces séances? Est-ce que voilà, tu peux nous partager un peu plus d'expérience
sur la formation précisément. Une formation dense, riche, émouvante, Mm. puisqu'il y a quand même, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on fait vraiment une introspection de notre propre personne. Donc, on puise quand même en nous. Mais on se découvre aussi, parce qu'au final, à travers cette formation, j'ai aussi appris davantage à me connaître. Donc, du coup, c'est vraiment enrichissant. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, forcément, son rapport avec les autres aussi va changer. Voilà. Et même de manière générale, la vie en général change et l'appréciation des choses de la vie. Et, bah, on se rend compte qu'elle met plus de sens aussi. Du coup, c'est ce qui manque. Voilà. En tout cas, donc, merci à cette formation, merci à ce projet Feel Good qui m'a permis effectivement de voir les choses autres et de me changer quelque part aussi. Voilà. Merci Sabrina. Effectivement, pendant la formation, en fait, l'idée, c'est de tester sur soi ce qu'on va proposer aux enfants. Donc, on est forcément obligé de passer par un passage où on va chercher nos qualités, on va travailler sur nos émotions, on va s'entraîner à faire des messages clairs. Voilà, c'est vraiment un moment où on travaille sa posture et on travaille sur soi, nos propres compétences psychosociales avant de les travailler avec les enfants. Merci. Est-ce que tu on pose la question pour les parents? Ouais. Ouais. Et très rapidement, une petite dernière question. Comme on a vu tout à l'heure, le projet, il sensibilise tout l'environnement de l'enfant, donc les parents. Et en plus, tu as fait la dernière séance parents la semaine dernière. Apparemment, c'était super. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des séances parents? Est-ce que vous avez eu beaucoup de parents? Parce que ça, c'est la question aussi qu'on a, c'est bah, comment faire venir les parents? Et puis comment ça s'est passé après sur place? Alors effectivement, on a eu donc 3 réunions par an à raison d'1 heure. Et tellement que le projet s'est plutôt bien passé, le relationnel avec les familles était très bien. Euh, c'est un projet qui était ancré dans les familles, hein, chez eux, puisque les enfants à la maison avec leurs fichiers, c'est l'avantage aussi du fichier Feelgood, c'est de pouvoir à la maison faire le lien en fait entre ce qui est fait en classe et ce qui est fait à la maison. Donc il y a des élèves effectivement qui reproduisaient les activités faites en classe avec leurs parents à la maison. Du coup, ça permettait aussi de sensibiliser les familles et de les faire prendre parti pris au projet. Du coup, lors des réunions qui duraient environ 1 heure, alors la dernière de la semaine dernière, jeudi dernier, s'est terminée par un buffet, puisque effectivement, vu le nombre de parents, vu comment c'était passé, on a dit que en fait, ça manquait le petit côté convivial à la fin, de pouvoir à certains parents de pouvoir s'exprimer aussi de manière informelle, pas forcément devant tout le monde. Et du coup, on a organisé ce buffet qui était donc très très bien. Donc du coup, pendant ces 3 temps de réunion qui sont, à mon sens, très courts, hein, 1 heure c'est très court, c'est très rapide. Je pense que s'il y avait une modification à faire dans le projet au niveau des parents, peut-être 1 h 30 par réunion serait mieux parce qu'effectivement, à certains moments, on s'est retrouvé dans la précipitation euh, à devoir effectivement accélérer sur certaines activités qui étaient tout aussi importantes les unes que les autres. Et du coup, c'est vrai que si on pouvait faire le format d'1 h 30, je pense que ça serait mieux. Sinon, bah, on a repris certaines activités faites avec les enfants en classe et on les a refait avec les familles. Voilà, de façon à ce que les familles, en fait, se mettaient un peu dans la peau de leur enfant et par moments, c'était assez marrant de voir les rôles inversés. Euh, voilà. Après, on prévient hein, les familles en début de séance que c'est vraiment dans le cadre du projet Feel Good et que ça n'en sort pas de là. Voilà. Sinon, c'était plutôt bien apprécié. Au niveau du nombre de parents, alors moi, par exemple, sur ma classe, euh, sur les 3 séances dans l'ensemble, j'étais entre 20 et 22 élèves sur 24. C'est énorme. Ouais. Donc, Quasiment 100%. ouais. Un peu moins la deuxième séance, puisque elle est tombée pendant la période du Ramadan.
Mm. Donc, du coup, forcément, on l'avait avancé, c'était de 17h à 18h. Mm. Et donc, il y avait ce premier paramètre. Et le deuxième, c'était aussi que les familles, il y en a certains qui travaillaient et qui ne terminaient pas à 17h. Donc là, Mm. sur cette séance-là, j'en ai eu un peu moins. Peut-être que j'étais aux alentours de 16. Trop bien. Super. Ben, merci beaucoup, Sabrina, pour ton retour d'expérience très riche. Je pense qu'il y a quelques questions, on les prendra après, mais j'ai l'impression qu'il y a des questions qui te sont destinées. Du coup, on les prendra après et on continuera. Alors, pour terminer, pour terminer cette partie, on voulait finir par une citation qu'on aime beaucoup sur les émotions, qui dit: Toutes les émotions sont légitimes, mais tous les comportements ne sont pas acceptables. euh, Dr. M.J. Note. Du coup, l'idée, c'est de dire, c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit émotions agréables et émotions désagréables, parce qu'en fait, elles sont pas positives et négatives, elles sont toutes légitimes, elles sont toutes importantes, mais c'est après, qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est le comportement qui va après ces émotions qui sont acceptables ou pas acceptables, et c'est ça qu'on peut travailler. On Alors, passe au petit temps de ressources. ouais. Donc, il y en a pas mal. Déjà, on vous a, évidemment, vous aurez le PowerPoint, si je me trompe pas. Euh, on confirme que oui. Comme ça, vous pourrez retrouver toutes nos ressources, parce que j'ai vu que la question avait été posée dans le chat. Donc, déjà, il y a le rapport ENABI avec les chiffres, les pourcentages que je vous ai présentés au début. On a mis aussi en haut à droite, enfin plutôt au milieu, le rapport de Santé publique France qui fait l'état des lieux des CPS, qui est vraiment la référence aujourd'hui, donc fait en 2021 et sorti en 2022. On a mis aussi le kit empathie dont on a parlé tout à l'heure et l'association Scolavi avec la pause attentionnelle. Et tout à droite, là, il y a toutes les références qu'on a utilisées, dont on s'est inspiré, donc toute notre biblio pour ce webinaire. Quatre livres ressources pour continuer qui nous semblaient importants. Donc, développer les compétences sociales et émotionnelles. Donc, c'est le livre dont je vous ai parlé tout à l'heure de Laure Reynaud, la cofondatrice de Scolavi. Là, on a mis cycle 2 et 3, mais il y a la version aussi maternelle. Accompagner le développement des compétences émotionnelles chez les enfants. Donc là, c'est des séances, 6 séances pour les 8-11 ans. Développer les compétences émotionnelles en 8 séances. Là, c'est plutôt pour les praticiens, praticiennes, mais il y a une bonne partie sur la théorie des émotions qui est très bien décrite, enfin, vraiment bien vulgarisée. Euh, un must-have à voir. Et l'éducation émotionnelle de la maternelle au lycée. Et là, c'est un livre avec que des petits jeux, des petits exercices pour travailler les émotions. Donc vraiment, c'est très pratico-pratique. Voilà pour les livres. On vous a mis également une petite slide ressource avec des livres et des jeux pour enfants que vous connaissez peut-être. Il y a Gaston la licorne qui travaille sur les émotions, Le monstre des émotions, La couleur des émotions, Les roues des émotions de l'autrement dit, dont on s'est inspiré pour faire notre séance feel good sur les roues. Mais là, l'idée, c'était que chaque enfant puisse en avoir une, donc créer sa propre roue. Le jeu Feelings, qui est un jeu qui travaille les émotions et l'empathie, un jeu de société qui est vraiment très bien. Et ensuite, gestion des émotions, donc c'est 35 petits ateliers sur les émotions et deux livres que vous voyez à gauche, Mes émotions et moi et Mes émotions. Voilà, c'est pas exhaustif, mais c'est ce que nous, on a apprécié. Alors ça, je vous ai mis cette slide-là parce que je crois, Sabrina, c'est toi qui m'avais demandé pendant la formation, est-ce que j'ai des livres jeunesse à recommander pour travailler les Ouais. CPS? Et donc je me suis renseignée entre-temps et j'ai demandé à une documentaliste, une super documentaliste qui travaille en collège et qui travaille les CPS et elle m'a donné un petit peu ses livres ressources pour travailler les compétences psychosociales et les émotions. Donc là, dans ces livres-là, il y en a qui vont plutôt travailler la confiance en soi, l'estime de soi, et d'autres sur les émotions. Voilà. Par exemple, Frisson, l'écureuil, va travailler sur l'émotion de la peur, et c'est vraiment très drôle et assez ludique comme livre. Voilà, c'est des petites pépites. Voilà pour nos ressources que vous pouvez retrouver quand vous aurez le, le webinaire en replay. Ben, merci beaucoup pour votre écoute et on peut passer au temps de questions. Ouais. Ouais. Alors, on va ouvrir.
le lien avec toutes vos Toutes questions. les questions, on va voir comment y répondre. Ah, c'est bon. Ouais, c'est lui. Ok. On Ok. choisit, on a combien de temps pour répondre? 20 minutes. 20 Ça minutes, va. ça va aller. Ok. Tu veux que je commence sur la première question? Ouais, vas-y. Alors, public, pourquoi cibler les CM1, CM2? En fait, c'est très simple. C'est parce qu'on a répondu à un appel à projet de l'ARS il y a 6 ans qui ciblait cette tranche d'âge. Donc, du coup, on s'est dit qu'on allait, on a répondu à cet appel à projet pour cibler les CM1, CM2. Alors, ça allait jusqu'à la sixième parce que c'est le cycle 3. Mais c'est vrai que sixième au collège, c'est pas du tout la même organisation. Donc, pour l'instant, on propose pas au sixième. Mais l'idée, et c'est pour ça qu'on a aussi la recherche-action avec l'INSERM, c'est de voir la pertinence de commencer plus tôt. Mais on l'a vu avec Maëlle qui nous l'a très bien expliqué, plus on commence tôt, mieux c'est, même si c'est jamais trop tard pour développer ses compétences psychosociales. Et pourquoi pas effectivement continuer en sixième à minima, sixième, cinquième et peut-être plus tard. On a un projet en OCRIPS qui développe les compétences psychosociales en lycée, notamment la confiance en soi et l'estime de soi qui s'appelle À nous les forces. Mais voilà, pour l'instant, Feel Good, c'est dans les classes de CM1, CM2. Et j'enchaîne peut-être Mhm. avec les deux prochaines questions puisqu'elles vont ensemble. Les séances durent 1 heure. Donc, c'est 1 heure et c'est à peu près toutes les semaines. Après, on compte les vacances scolaires. Donc, voilà, c'est à peu près une semaine entre chaque séance. Et pour vous donner un ordre d'idée, le projet s'étale sur 4-5 mois à peu près, en comptant les vacances. Mhm. Question sur les outils. Est-ce qu'on peut utiliser les outils sans la formation? Alors, il y a des outils que vous pouvez utiliser sans la formation et d'autres non. Par exemple, les outils sur les forces, Sabrina, elle a un peu parlé des forces. En gros, les forces de caractère, c'est un gros concept de la psychologie positive pour travailler la confiance en soi. C'est des qualités. Et par exemple, ces outils-là, on peut les retrouver sur notre Animatech. Je crois que vous aurez les liens après de l'Animatech. Donc, vous pourrez les retrouver dessus. Donc, il y a les affiches, les jeux de cartes, les émotions. Il y a les jeux de cartes aussi sur notre site. Sur les émotions, il y a pas tous nos jeux qu'on utilise dans Feel Good, mais il y en a certains pour les plus grands, par contre. Voilà. Mais il y a pas mal de choses. Et avec les livres et les jeux qu'on vous propose, et puis le retour d'expérience de Sabrina, il y a des choses, je pense, que vous pouvez mettre en place. Voilà. Faut fouiller aussi un petit peu sur notre site. Il y a pas mal de choses. La formation, je peux continuer sur la formation. Ouais, vas-y. La formation est dédiée aux enseignants, enseignantes ou d'autres professionnels. Non, d'autres professionnels. Vraiment, nous, on invite tout le monde. On travaille avec souvent l'inspecteur ou l'inspectrice qui va proposer aussi aux autres personnes de participer, qui on a pu avoir. Il y a eu des personnes de l'ARS qui ont participé, justement, les financeurs, pour voir à quoi Mm, est-ce que ça ressemblait sur le terrain, des personnes de l'éducation nationale, des enseignants du RADZ qui n'étaient pas forcément sur l'école, mm. Enseignants spécialisés, ouais. La infirmières, PE, du Des coup, psychologues. psychologues, ouais. Des profs de la PE. collège aussi, des CPE, Ouais, CPE. Alors vraiment, c'est large. voilà, c'est large tant que le cadre est bien posé en début de formation parce que du coup, bah, tout le monde ne se connaît pas, mais on apprend à se connaître. Vraiment, la formation, elle est ouverte jusqu'à 15 personnes max dans la formation. Voilà. Et sur la formation, est-ce qu'elle est ouverte à d'autres personnes en Île-de-France? Hors Île-de-France, bah, sur financement, parce que bah, du coup, nous, on est financé par l'ARS, par les DD, donc départementales, pour l'instant que en Île-de-France. Sur devis et financement, on peut aller hors Île-de-France. Après, sinon, on propose des formations en psychologie positive au CRIPS, ouverts à tous les professionnels de santé et de l'éducation nationale. Euh, et on propose aussi une formation au CRIPS sur les compétences psychosociales. Pareil, c'est ouvert à toutes les personnes qui ont envie de s'inscrire. Et sur devis, on peut se déplacer hors Île-de-France. Il y avait après une D'autres autre départements, question. avant de laisser Sabrina, si Il tu y veux a, il y répondre avait une celle-là. question sur l'extrascolaire aussi. Vas-y. Justement, oui, le programme, il est adaptable au centre de loisirs. Moi, c'est ce que je fais. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a maintenu les séances telles quelles. Et après, il faut que ça s'inscrive correctement dans l'organisation, en fait, du centre de loisirs. Voilà, il y a les activités, patinoires, cinéma, etc. Et il faut faire attention à ce que Feel Good, ce soit pas
le projet un peu trop scolaire qui vient dans le centre de loisirs, mais c'est tout à fait adaptable et ça s'est fait cette année. Les enfants ont accroché, on a formé l'équipe d'animation, ça s'est très bien passé aussi. Et par contre, on prévoit une séance par an, comme on sait que c'est plus compliqué de mobiliser les parents aussi, on a prévu une seule séance par an à la fin du projet. Donc voilà un peu pour l'adaptation. Pourquoi il n'y a pas eu d'intervention dans le 91 et comment le développer? Je réponds à celle-là. Oui, vas-y. Tout simplement parce qu'on est financé, comme l'a dit Alexia, par les DD, donc les délégations départementales de l'ARS, et donc on a été financé 77, 78, 93, 95. Et pour l'instant, on n'a pas eu de financement sur le 91. Donc on essaye, on est toujours ouverte à d'autres financements. Et c'est uniquement pour ça qu'il n'y a pas eu d'intervention. Après, on peut aussi être financé sur d'autres financements que l'ARS, donc les cités éducatives, par exemple, les villes directement. Donc, ça peut se faire comme ça. Donc, comment le développer dans le 91? C'est avec des recherches d'autres financements. Mm. Nous, on prend les contacts, évidemment, et après, on voit comment ça peut s'organiser. Merci. Alors, je prends les questions dans l'ordre, hein, même si des fois ça fait des allers-retours. Quelle est la différence précise entre émotion et sentiment? En fait, une émotion, c'est une réaction qui ne dure pas dans le temps. Donc, vraiment une réaction face à un événement. Alors qu'un sentiment, c'est l'émotion qui s'installe dans le temps. Il y a un YouTuber qu'on aime bien qui s'appelle Et tout le monde s'en fout, qui fait une vidéo sur les émotions et qui dit, le sentiment, c'est le temps que tu accordes à ton émotion. Donc, le bonheur, c'est le temps que tu accordes à ta joie. Voilà la différence entre émotion et sentiment. J'espère que c'était clair. Douche chaude, adaptation, Pour les euh, enfants ayant un peu des ça, difficultés avec le contact. Alors, les gobelets. ouais, moi j'ai pensé au gobelet parce qu'on le fait sur les forces, mais on peut très bien demander à des enfants de mettre dans un petit gobelet destiné à cet enfant des qualités, des forces, des moments. Ça vient faire le lien avec la douche chaude. Qu'est-ce qu'on on dit à l'oreille? Qu'est-ce que les enfants disent? Est-ce que c'est que des compliments? Non, ça peut être un souvenir partagé avec cet enfant. Ça peut être une émotion agréable qu'il ressent quand il ou elle est avec lui. Ça peut être des qualités, des compliments, des forces de caractère. Tu penses à autre chose? Non, des compliments, des forces de caractère, des qualités, ce serait bien. Voilà. C'est vraiment, mais effectivement, que des choses agréables. Voilà. Moi, j'anime aussi sur le projet et ça a été fait dans mes classes et ça a très bien fonctionné, les gobelets, et pas que forcément pour un enfant, mais pour toute la classe. Donc, chaque enfant avait son gobelet et ils ont fait ça sur une journée et ça a bien fonctionné. Ça peut être OK. Quel genre de choses? Non, OK. Peut-être passer aux questions pour Sabrina. Ouais, On peut la poser à Sabrina. ouais. Du coup, Sabrina, il y a quelques questions pour toi. Je vais mettre des... Alors, une question sur les séances parents. Est-ce que les pères se mobilisent sur ce type d'atelier? Oui, oui, oui. Oui, Ok. oui, on a eu beaucoup de parents hommes. Et sur une même famille, on pouvait avoir les deux parents, ou d'un atelier à un autre, c'est-à-dire d'une réunion à une autre, on avait soit la maman, soit le papa. Ça, les parents, ils sont très investis. Il y a pas mal de familles d'ailleurs qui ont demandé aussi après les coordonnées de l'intervenant, donc de Nouria, pour justement continuer par la suite pour eux, soit leur association, soit personnellement. Voilà. Donc effectivement, les parents hommes, oui, se mobilisent. Ok, trop bien. Pour ajouter, j'ai eu aussi des papas pendant les séances avec les parents. Donc, c'est pas que dans l'école de Sabrina, ça se mobilise aussi de plus en plus. Donc, toujours une question pour toi, Sabrina. Selon toi, quel serait l'argument principal pour convaincre des collègues à participer au projet, du coup? Ou un projet sur CPS. Ben, le bien-être, parce que il est important que un enfant, quand il vient à l'école, il soit bien. Hein, c'est la cause principale, je pense. Et du coup, ben, c'est le bien-être. Et on voit bien que ce projet-là contribue au bien-être et à l'épanouissement de l'enfant. Donc, bien-être. Ok, merci. Est-ce que tu as présenté le projet en réunion de rentrée? On va peut-être commencer par celle-là. Est-ce que tu as présenté le projet en réunion de rentrée? Non. Ok. Non, parce qu'il nous a été proposé, si je me trompe pas, en fin septembre ou début octobre. Mm. Par la Et ville du de coup, Montigny directement, ouais.
Mhm. Voilà, donc du coup, on l'a pas présenté tout de suite. Mhm. Mais après, je l'ai présenté lors d'une petite réunion que j'ai fait avec les familles. J'ai présenté du projet. Ok. Et est-ce que tu as repéré des freins chez certaines familles et comment est-ce que tu as répondu à ces freins si c'est le cas? Non, parce que comme je vous dis, j'ai eu quand même pratiquement l'ensemble des familles qui se sont Mhm. mobilisées lors des réunions. En tout cas, toutes mes familles sont venues au moins une fois à un atelier. Et c'était plutôt à chaque fois positif. Et comme je vous dis, à la maison, en fait, les enfants réinvestissent avec leurs parents et les parents se permettent de refaire certaines activités avec leurs autres enfants. Voilà. Donc, du Mhm. coup, je pense que non, j'ai pas eu de frein. En tout cas, pas Ok, dans ma classe. très bien. Ouais. Tu veux répondre à celle-là? Ouais, alors là, on a une question sur le financement. C'est la l'ARS Île-de-France qui finance. Alors pourquoi tous les départements de cette région ne sont-ils pas financés? 92 entre parenthèses. Alors on espère que l'année prochaine, on puisse avoir 92. En fait, l'ARS, ça marche, comme l'a dit tout à l'heure Maëlle, par Délégation. délégation départementale. Et donc, du coup, bah, c'est en fonction des départements. Alors, des fois, il y a des financements ARS Île-de-France et là, nous, derrière, on peut se dire, bah, on va le mettre en place dans tel ou tel département. Et des fois, c'est les délégations qui vont décider, bah, moi, je veux le mettre en place dans mon département, mais une autre délégation peut avoir d'autres priorités. Sur d'autres sujets de santé, par exemple, et du coup, ne choisissent pas de le mettre, de le financer, de le mettre en place. Voilà. Mais peut-être que l'année prochaine, après, vous savez, en ce moment, le monde de l'association, c'est pas facile parce qu'il y a pas mal de baisses de financement. Voilà, c'est des questions qu'on a. On aimerait pouvoir faire tous les départements de la région. On va voir petit à petit. Déjà, cette année, on a eu 78 en plus. Donc voilà, on était déjà très contente. Il y a une autre question sur l'accompagnement. Combien de temps dure l'accompagnement des équipes sur le déploiement du programme? Un an, 2 ans? Bah, je réponds tout Vas-y, complète. Bah, vas-y. déjà, sur une année, vraiment, enfin, le projet, comme je vous l'ai expliqué, dure 4, 5 mois à peu près. Donc, il y a l'accompagnement à fond sur 4, 5 mois. Et après, nous, on reste toujours disponible en tant que chargé de projet. Donc, que ce soit pour des ressources ou voilà, si vous avez des questions, autre chose sur l'année, enfin, sur les années qui suivent, on reste toujours disponible. Vous avez nos contacts. Vous avez aussi tout le projet dématérialisé. Donc, si vous voulez réitérer le projet les années qui suivent, pareil, c'est faisable, sachant que les affiches dont Sabrina parlait tout à l'heure sont dans vos classes pour toujours. Donc, Et les voilà. jeux aussi. Les jeux aussi, les jeux de cartes, les affiches, il n'y a que les cahiers pour les enfants qui sont utilisés une fois. Mais même le cahier, vous l'avez en version dématérialisée. Je sais pas si tu veux compléter. Ouais, non, c'est ça. En tout cas, on Après, reste nous, on disponible, reste quoi. voilà, disponible toutes les années pour continuer à vous accompagner si besoin. Après, si je peux rajouter quelque Vas-y, chose, vas-y. il est Mhm. important lorsque on fait ces 10 séances avec l'intervenante de le faire en co-intervention pour Mm. pouvoir justement un maximum se réapproprier les séances et les supports et les activités de façon à pouvoir après nous, les années suivantes, à le faire avec nos élèves en fait seuls. Voilà, parce que là, on n'est plus accompagné. Donc effectivement, il est important dès la première année de le faire en co-intervention de façon à prendre tous les outils euh, nécessaires pour pouvoir après pouvoir mener le projet seul. Oui. Mais carrément, oui, la co-animation, c'est une grande chance et ça permet justement de pouvoir se saisir davantage du projet. Alors, au niveau des ressources, est-ce qu'il est pertinent de combiner le projet Free for Movery 3-9 ans et le projet Feel Good pour un suivant complet durant le premier degré? Euh, alors oui, complètement, hein. Parce que l'idée, c'est de commencer le plus tôt possible. Donc, s'il y a le projet Free for Movery qui développe les compétences psychosociales 3-9 ans et puis ensuite d'enchaîner Feel Good, c'est très bien. Même il y a des redites, même s'il y a des choses que les enfants ont déjà vues, c'est toujours très bien la répétition, hein. La répétition de revoir les choses. Parce que au final, c'est, comme l'a dit Sabrina, ces projets-là, c'est bah, 1 heure d'intervention, 1 heure d'atelier. Là, dans Feel Good, il y en a 10.
Mais si derrière, on réinvestit pas aussi les séances, le vocabulaire, tout ce qu'on a appris, les petits rituels avec les enfants, bah, ça reste que 10 heures sur les CPS. Donc, c'est important de remobiliser tout ce qu'on a vu. Et si on peut combiner deux programmes pour faire le lien et que les enfants puissent être formés aux compétences psychosociales dès l'âge de 3 ans jusqu'au collège, bah, c'est parfait, c'est super. Une autre question ressource. Est-ce que vous avez des auteurs, des recherches qui pourraient expliquer pourquoi il y a un manque d'empathie d'un point de vue social et psycho? Alors, sur cette question-là, j'en ai pas en tête qui pourrait expliquer le manque d'empathie, à part un problème, on va dire, biologique. Je n'ai pas d'auteur en tête ou d'autrice en tête. Si dans le chat vous en avez, n'hésitez pas. Après, je pourrais me renseigner et et le rajouter à la présentation. Est-ce qu'on a d'autres questions? Il y a juste le contact de la documentaliste. Ah, Elle a du succès. Elle a du succès. Je pense que ça ne dérange pas. Je vais quand même lui demander si c'est OK. Et si c'est OK, on le rajoutera dans le mail. Je crois qu'en plus, elle m'a dit qu'elle allait sortir un article avec justement plein de livres jeunesse. Alors, il n'est pas encore sorti, mais plein de livres jeunesse pour travailler les compétences psychosociales. Alors, le site pour accéder aux jeux et aux outils disponibles, vous l'aurez dans le mail. Il y aura le lien de l'animathèque de CRIPS. Et j'ajoute aussi, je suis en train de lire un message sur une équipe d'animation socioculturelle qui s'est pas totalement retrouvée dans le programme, mais on intervient aussi en centre socioculturel. Voilà, c'était juste pour préciser, on fait le projet aussi sur le temps de l'accueil du soir. Ouais, bah, je crois que c'est tout bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sabrina, de t'être rendue disponible un mercredi matin. Euh, C'était très, très riche ce que tu as pu amener. Et puis, je trouve que c'est primordial d'avoir le retour d'expérience de personnes de terrain. C'est vraiment comme ça qu'on voit l'impact et l'intérêt de travailler les compétences psychosociales. Donc, un immense merci pour ta Merci beaucoup. disponibilité et pour tout ce que tu as amené et pour ton investissement dans le projet. Merci, merci à vous également. Voilà, Et merci à tout le monde de s'être merci à tout connecté. le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Au Au revoir. revoir.